La cristallographie, c'est l'étude de l'ordre qui existe entre des particules élémentaires qui peuvent être des ions, des atomes ou des molécules au sein d'un état solide. Bien entendu, il faut avoir quelques notions sur les différents états physiques qui peuvent exister pour des corps purs. Vous avez déjà appris en long, en large et en travers que cela dépend de la température et de la pression qui sont imposées au système et que, en fonction de ces paramètres, les possibilités de mouvement des particules élémentaires, les unes par rapport aux autres, vont nous permettre de définir différents états physiques et que selon ces états physiques, il y aura un ordre relatif entre les particules qui sera extrêmement différent. L'état le plus désordonné, c'est bien entendu l'état gazeux. Ce que l'on sait, c'est qu'à l'état gazeux, les interactions qui existent entre les particules sont extrêmement faibles puisque la distance entre les particules est-elle très très grande. De ce fait, les libertés de mouvement sont très grandes et on a l'habitude de dire qu'à l'état gazeux, le composé occupe tout le volume offert. Il y a l'expansion des gaz qui donne l'impression d'un volume plein, par exemple de dibrome coloré à l'intérieur de la bouteille. À l'état liquide, la distance entre les particules a déjà diminué et de ce fait les interactions qui existent deviennent plus fortes. Ce sont bien entendu des interactions de type Van der Waals ou alors des liaisons hydrogène. L'état reste fluide, c'est-à-dire que les particules peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres, mais dans une limite qui reste raisonnable puisque les interactions vont les retenir. On parle maintenant d'un volume propre, c'est-à-dire que si on remplit un récipient avec un liquide, tout le récipient n'est pas occupé, seule la partie nécessaire l'est. Et puis on passe à l'état solide. Bien entendu, dans le cas de l'état solide, c'est là que les interactions vont devenir les plus fortes et donc les mouvements des particules les unes par rapport aux autres vont devenir extrêmement compliqués. On pourra parler d'un état figé. Et c'est un état extrêmement ordonné et ce qui va nous intéresser, c'est de se poser la question d'un ordre relatif des différentes particules les unes par rapport aux autres. Lorsque cet ordre existera, on sera dans le cas de ce que l'on appelle un cristal et ce sera le but de la cristallographie de décrire l'ordre qui existe entre les différentes particules. Donc la cristallographie s'intéresse à l'état solide de la matière. Et la première des questions qu'il faut relever, c'est qu'il va être compliqué de parler d'un état solide, mais bien évidemment de plusieurs états solides possibles pour des mêmes particules élémentaires. Deux cas sont à séparer, les solides qui seront dits cristallins, pour lesquels les particules vont effectivement montrer une régularité dans leur ordonnancement dans l'espace. On parlera d'assemblage périodique régulier, soit en 2D, soit en 3D. Et cela définira les structures stables que sont les cristaux. Ceci étant, pour des particules élémentaires données, on sait aussi qu'il peut exister plusieurs formes de cristaux dont on apprendra à les décrire et pour lesquels on parlera de l'existence de variétés dites allotropiques. Variété allotropique, c'est une forme de cristal qui existe selon quelques conditions de température et de pression nécessaires pour des particules données. Sur la petite image qui est là, vous voyez très nettement que l'ordonnancement se fait en 3D et qu'on arrive à observer la formation de structures de type cubique. Il s'agit en l'occurrence de cristaux de chlorure de sodium. Cependant, tous les solides ne sont pas cristallins, c'est-à-dire ne présentent pas un ordre qui est répété et qui est décrit par une structure géométrique. C'est le cas des solides dits amorphes, mais j'emploierai aussi bien le terme de solide vitreux, parce que cela fait référence à un des exemples de cette famille-là, qui est le verre. Vous savez très bien qu'on peut ramener du verre à un état presque fluide, on parlera d'un état amorphe, et que le refroidissement fige ce verre dans la forme qui nous intéresse, c'est le boulot des souffleurs de verre, et que cet état, s'il est solide, reste un état qui n'est pas la structure la plus stable possible. On parle d'un état métastable, dans lequel on a brusqué le refroidissement et le passage à l'état solide, de manière à ce que les particules restent figées dans un ordre qui va s'avérer finalement relativement aléatoire. Ce n'est pas en tout cas l'ordre le plus grand que l'on aurait pu mettre en œuvre. Les chapitres que nous allons travailler sont des chapitres dans lesquels on se limitera à l'utilisation des solides cristallins.
Et donc, qu'est-ce que vous devez savoir pour être capable de vous intéresser à la cristallographie, c'est-à-dire la science de la description des cristaux? Eh bien, tout d'abord que dans le cadre de notre programme, nous n'allons pas nous intéresser à une description très réaliste, mais uniquement nous attarder au choix de modèles pour lesquels le cristal que l'on étudiera sera un cristal supposé parfait. Qu'est-ce que c'est un cristal parfait? C'est un empilement de particules qui vont présenter un ordre qui sera supposé maximal et ne présentant pas de défaut. Nous sommes amenés à faire une description géométrique. Pour cela, nous allons avoir quelques définitions dont vous devez connaître le sens. D'abord, pour repérer la position des particules qui constitueront le cristal, il va falloir que je sois capable de nommer les différentes positions de l'espace. Pour cela, l'espace est transformé en ce que j'appelle un réseau, c'est-à-dire un ensemble de points qui sont régulièrement disposés dans l'espace. Les coordonnées des points qui constituent ce réseau seront ce que j'appellerai en cristallographie des nœuds. Ces nœuds pourront être occupés par une particule réelle, matérielle, ou pas d'ailleurs. Pour pouvoir repérer les différents nœuds les uns par rapport aux autres, il faut que je m'équipe, comme en mathématiques, d'un système de repères. Et ce repère, c'est finalement la donnée de 2 ou de 3 vecteurs qui vont définir une unité de pavage, c'est-à-dire une petite partie du réseau dont les directions seront connues grâce aux 3 vecteurs et qui définiront un mot important par la suite qui sera la maille. Finalement, une espèce de base de volume qui me permettra de reconstituer l'ensemble du réseau, et il est important de savoir que cette duplication doit se faire obligatoirement par de la translation. La notion de rotation n'est pas permise en cristallographie. Alors si on faisait de la cristallographie un petit peu générale, on saurait qu'il existe à la base 7 types de mailles possibles qui se distinguent par leur géométrie de ce petit élément de base de référence, sachant que dans le programme de PC, la seule forme que nous allons avoir à connaître, c'est finalement le cas d'une maille cubique pour lesquelles les 3 vecteurs sont des vecteurs orthonormés de manière assez simple. La connaissance de cette maille nous permet de repérer l'intégralité des positions dans l'espace. Il reste à savoir quelles sont ces positions, ces nœuds qui seront réellement occupés par de la matière, et pour cela il faut connaître les particules qui vont venir occuper les nœuds, ce que nous appellerons les motifs. Et finalement, qu'est-ce que c'est qu'un cristal? Un cristal, c'est l'association de la maille, repérage géométrique dans l'espace, et des motifs, particules réelles qui occupent certaines positions dans cette maille. Ce que l'on reprend sur le petit dessin qui est là, un réseau constitué de nœuds qui seront ou non occupés par des motifs de manière à donner naissance à un cristal. Les réseaux cristallins, les mailles cristallines qui existent sont résumées dans ce petit tableau-là, et encore ce sont les formes les plus simples. Il n'est pas du tout question que vous les connaissiez. Je vous rappelle que notre programme se limite à la connaissance des mailles cubiques. Et pour ces mailles cubiques, les motifs que nous aurons à étudier sont au nombre de 3 pour les structures initiales. Un cubique simple, il n'y a que les sommets de la maille cubique qui sont occupés par des particules. Dans une cubique centrée, on rajoute une particule au centre du cube, et dans les faces centrées, on va venir occuper en plus par une particule le centre des 6 faces du cube. Le but maintenant, ce sera d'apprendre à décrire un cristal par un certain nombre de paramètres qu'il faudra non seulement savoir définir, mais savoir calculer avec précision.